Ce n'était pas seulement de graves pensées au sujet de Modestine qui m'accablèrent en chemin. C'était une affaire autrement pénible à supporter. En premier lieu, le vent souffla avec une telle violence que je fus contraint de retenir d'une main le paquetage depuis Cheylard jusqu'à Luc. En second lieu, mon chemin traversait une des contrées les plus misérables du monde. C'était en quelque sorte en dessous même des Highlands d'Écosse, en pire. Froide, aride, ignoble, pauvre en bois, pauvre en bruyère, pauvre en vie. Une route et quelques clôtures rompaient l'immensité uniforme, et le tracé de la route était jalonné par des bornes dressées afin de servir de repères en temps de neige. Comment on peut avoir envie de visiter Luc ou le Cheylard ? Voilà plus que mon esprit fort inventif ne sait imaginer. Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais bien pour marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près la nécessité et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex éparses avec leurs coupants. Hélas, tandis que nous avançons dans l'existence et sommes plus préoccupés de nos petits égoïsmes, même un jour de congé est une chose qui requiert de la peine. Toutefois, un ballot à maintenir sur un bas contre un coup de vent venu du nord glacial n'est point une activité de qualité, mais elle n'en contribue pas moins à occuper et à former le caractère. Et lorsque le présent montre tant d'exigences, qui peut se soucier du futur ? Je débouchai enfin au-dessus de l'Allier. Il serait difficile d'imaginer perspective moins attrayante à cette époque de l'année. Des coteaux en pente élevés en cirque fermé, alternant ici bois et champs, et là dressant des pics tour à tour chauves ou chevelus de pins. L'atmosphère était d'un bout à l'autre noire et cendreuse, et cette couleur aboutissait à un point dans les ruines du château de Luc, qui s'éleva insolent sous mes pieds, portant à son pinacle une immense statue blanche de Notre-Dame. Elle pesait, je l'appris avec intérêt, 50 quintaux, et devait être consacrée le 6 octobre. À travers ce site désolé coulait l'Allier et un affluent de volume quasi égal qui descendait le rejoindre à travers une large vallée nue du Vivarais. Le temps s'était un peu éclairci et les nuages groupés en escadrons, mais le vent farouche les bousculait encore, à travers le ciel, et distribuait sur la Seine d'immenses éclaboussures disloquées d'ombre et de lumière. Luc lui-même se compose d'une double rangée éparse d'habitations resserrées entre une montagne et une rivière. Il n'offre au regard ni beauté ni le moindre trait notable, sinon l'antique château qui le surplombe avec ses 50 quintaux de Madone, tout battant neuf. Mais l'auberge était propre et spacieuse. La cuisine, avec ses beaux lits compartimentés, tendus de rideaux en toile nette, l'immense cheminée de pierre, son manteau de 4 mètres de longueur, tout garni de lanternes et de statuettes religieuses, son appareil de coffre et ses 2 horloges à tic-tac formaient le véritable modèle de ce que devait être une cuisine. Une cuisine de mélodrame à souhait pour bandits et gentilshommes travestis. Et la scène n'était pas déshonorée par l'hôtelière. Une vieille femme, ombre silencieuse et digne, vêtue et coiffée de noir comme une nonne. Même le dortoir commun avait son caractère original, avec ses tables longues et ses bancs de bois blanc où 50 convives auraient pu dîner, disposés comme pour une fête de la moisson, et ses 3 lits compartimentés le long de la muraille. Dans l'un d'eux, couché sur la paille et recouvert par une paire de nappes, j'ai fait pénitence une nuit entière, le corps en chair de poule et claquant des dents. Et j'ai soupiré de temps à autre lorsque je m'éveillais, après mon sac en peau de mouton et l'orée de quelques grands bois sous le vent. Le lendemain matin, je pris la route avec un nouvel arrangement.